Tambi, nous sommes en ligne. On peut démarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le PMI chapitre Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous rencontrer ce jour. Permettez-moi de partager mon PowerPoint avec vous. Monsieur Salami, s'il vous plaît. Monsieur Salami, vous me recevez? Oui, Ok, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le PMI chapitre Côte d'Ivoire. Je suis Kamebi Prince Michael, géologue minier. J'aurai l'honneur d'être votre modérateur pour cette 1 heure à venir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet stratégique qui dépasse largement le cadre de la simple communication projet, la gestion des parties prenantes selon les standards du PMI appliqués aux projets miniers et pétroliers en contexte africain. Je vous invite dès maintenant à vous manifester dans le chat. Dites-nous d'où vous nous rejoignez et dans quel secteur d'activité vous travaillez. Excellent, merci pour ce partage. Maintenant que nous avons fait connaissance, entrons maintenant dans le vif du sujet. Permettez-moi de commencer par un chiffre qui devrait capter toute votre attention. Plus de 60% des retards et conflits dans nos projets extractifs africains sont directement liés à une gestion inadéquate des relations avec les parties prenantes. 60%, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un symptôme. Comme vous le voyez sur cette diapositive, l'écosystème des parties prenantes dans nos contextes est dense et interconnecté. Nous avons les communautés locales avec leurs besoins légitimes, les autorités coutumières détentrices du pouvoir informel, le ministère des Mines et de l'Environnement, parfois aux agendas divergents, les investisseurs exigeant transparence et conformité ESG, les ONG internationales, les médias locaux, groupes de jeunes, sous-traitants et syndicats. Nous avons même les détracteurs qui ont aussi leur rôle dans l'écosystème. Toutes ces parties prenantes à son pouvoir, son intérêt, son influence. Chacun peut affecter ou se croire affecté par nos décisions. D'autant que le secteur extractif est un moteur de croissance économique majeur pour nos pays, mais il est également exposé à de fortes pressions sociales, environnementales et réglementaires. L'enjeu stratégique ici est que trop souvent,
Ces relations sont traitées comme des problèmes sociaux à gérer en fin d'échelle. Aujourd'hui, nous allons changer de paradigme. Nous allons vous montrer comment transformer ces relations d'un problème à gérer en un véritable levier de performance projet. Retenez ceci, une relation dégradée n'est pas juste un problème social, c'est un risque projet majeur. Ici, nous avons quelques exemples de parties prenantes clés. Regardons ensemble quelques exemples du contexte africain minier et pétrolier. Nous avons le ministère des Mines, les chefs de village ou chefs de terre, les groupements de jeunes, ONG, les ONG internationales, la communauté locale, les médias locaux. Concernant le ministère des Mines, la relation souhaitée à ce niveau est la collaboration et l'alignement. Les actions concrètes tournent autour des réunions techniques régulières, partage des plans de développement, validation conjointe des permis. Concernant les chefs de village ou chefs de terre, les relations souhaitées sont entre autres la consultation et le respect. Les actions concrètes concernent le dialogue avant tout début de travaux, l'intégration des usages coutumiers dans nos plans et la compensation concertée, pas imposée. Donc, nous devons adapter le type de relation en fonction du pouvoir, de l'intérêt et de l'influence de chaque acteur. C'est ce qu'on appelle ou ce qu'on peut appeler une approche différenciée pour une gestion efficace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, clarifions ensemble ce que nous allons retenir de ce webinaire. Ce webinaire a pour objectif de vous offrir un cadre stratégique et opérationnel inspiré des standards du PMI pour une gestion proactive et structurée des parties prenantes. L'objectif ultime ici est de sécuriser la réussite et la pérennité de vos projets. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous serez capable, premièrement, de comprendre les fondements du PMI, de la gestion des parties prenantes et leur pertinence critique en contexte africain. Deuxièmement, identifier et prioriser systématiquement l'écosystème d'acteurs institutionnels, communautaires, sociétaux, y compris ceux qui sont invisibles sur vos radars actuels. Aussi, concevoir des plans d'engagement différenciés, adaptés à nos réalités culturelles, politiques et locales. Mesurer et valoriser l'impact de cette gestion sur la performance globale, coûts, délais, risques et réputation organisationnelle. Et enfin, vous inspirer de cas pratiques et d'échanges entre pairs pour initier l'adaptation de ces outils dans vos propres structures. On va passer maintenant à la présentation des différents intervenants. Pour vous accompagner dans ce voyage, vous serez guidé par deux praticiens d'exception qui vivent ces défis au quotidien. Notre premier speaker, Germain Yao Ndri, du groupe
mine manager. Germain est ingénieur minier, expert en optimisation des opérations minières en Afrique de l'Ouest. Il est reconnu pour son leadership terrain et son engagement concret en développement communautaire. D'ailleurs, il a été félicité par la maire de Yalounkoro, Soloba au Mali, pour son impact social. Son focus, performance opérationnelle, sécurité, management multiculturel. Germain vous parlera de ce qui se passe réellement sur le terrain, loin des bureaux climatisés. Bonsoir, Monsieur Germain Yao. Bonsoir à tous, c'est Germain Yao. Bonsoir Kamé, comme tu viens de le souligner, je suis ingénieur des mines. Donc j'ai fait beaucoup la partie technique pendant plusieurs années, puis après je me suis retrouvé dans le management en commençant par la gestion de projets dans des sociétés sous-traitantes. Après je suis monté dans les sociétés mères où j'ai occupé plusieurs rôles jusqu'à être proche du directeur général. Après, je suis allé au niveau groupe pour un court temps. Et après ça, je me suis détaché pour créer ma propre entreprise et puis être entrepreneur. OK. Donc, je suis là pour accompagner tout le monde dans ce voyage, qui est un voyage vraiment passionnant, où tu sors de l'école avec un bagage technique et tu arrives sur le terrain. En général, sur ton radar, tu vois rien que tes formules mathématiques. Voilà. Donc, c'est ce côté invisible-là qu'on va essayer de comprendre ensemble avec mon collègue Jean-Charles. Okay. D'accord, merci, monsieur Germain. Le deuxième speaker est Jean-Charles Brou, consultant en D'accord, je comprends. stratégie. Ok, vas-y, allez-y, monsieur Camille. Oui, ouais. Consultant en stratégie et management. Jean-Charles est ingénieur des mines, formé à l'INPHB et titulaire d'un master en économie pétrolière de l'IFP School. Il a travaillé en cabinet international sur des diagnostics organisationnels et la planification stratégique. Son expertise couvre les politiques publiques et les études sectorielles dans les secteurs mines et énergie. Il vous apportera sa vision stratégique et méthodologique pour structurer vos démarches parties prenantes. Bonsoir, Monsieur Bou. Bonsoir, monsieur Camille. En tout cas, merci pour mon introduction. Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Jean-Charles. Jean-Charles, je suis consultant en stratégie. Mon métier, il consiste à aider les décideurs, à les aider à résoudre leurs problématiques, on va dire en leur fournissant une base rationnelle pour leur prise de décision. Et donc, ce que je fais au day-to-day, c'est j'interviens sur des sujets de planification stratégique, des études sectorielles, comme M. Kamel l'a dit, des études de marché, des sujets de restructuration organisationnelle. Ça, c'est le métier. Et en termes d'industrie, je travaille principalement avec les acteurs des secteurs miniers et de l'énergie, notamment le secteur pétrolier. Voilà. Et donc, sur ce webinaire, moi, mon intervention va couvrir tout ce qui va concerner le secteur pétrolier. Monsieur Camille, j'ai terminé. OK, merci, Monsieur Brou, Jean-Charles. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ici, nous allons parler des fondements PMI, ainsi que les définitions et importance des parties prenantes. Le PM Book définit une partie prenante comme un individu, groupe ou organisme qui peut être affecté ou se croire soi-même affecté par une décision, une activité ou le résultat d'un projet. Se croire soi-même affecté.
Arrêtez-vous sur ce mot, soi-même affecté. Ce mot, il est fondamental en contexte africain. Cette notion nous oblige à élargir notre regard au-delà des parties prenantes évidentes. Celles qui figurent sur nos organigrammes, vers ceux qui sont invisibles, mais bien présents dans le territoire social et symbolique. Comment interprétons-nous cela sur le terrain? Pensez au pouvoir formel détenu par l'État. L'impact ressenti par un village, même éloigné de votre site, et aussi l'influence externe exercée par une ONG internationale. Tous ces facteurs doivent être pris en compte. La gestion des parties prenantes est un domaine de performance critique. Ce n'est pas une activité accessoire, mais c'est l'un des 8 domaines centraux du PMI, au même niveau stratégique que le périmètre, le coût ou les délais. Les parties prenantes ont un impact transversal majeur. Elles influencent directement tous les aspects clés de votre projet. Périmètre, échéancier, coût, qualité, risque, réalisation des bénéfices. Pour l'échéancier, un blocage des sites peut par exemple paralyser 3 mois de travaux. Ou au niveau de la qualité, l'exigence environnementale peut être renforcée. Aussi, au niveau des risques, on peut avoir des crises médiatiques, des conflits violents et une perte de licence sociale. Donc, nous devons retenir que une relation dégradée avec une communauté n'est pas un problème social secondaire. C'est un risque projet majeur qui menace directement la livraison au même titre qu'un gisement de terrain ou une panne d'équipement critique. Donc, la gestion des parties prenantes est un domaine vraiment à prendre au sérieux dans le processus de nos différentes activités. Donc, pour ce faire, le PMBOK propose un site systématique pour réduire l'incertitude et sécuriser l'engagement. Ce processus se décompose en 5 étapes itératives que nous avions adaptées au contexte africain, comme vous le voyez sur la diapositive. Donc, la première étape concerne l'identification. Elle a pour objectif de lister tous les individus, groupes et organismes affectés par nos projets. Aussi, dans notre contexte, au-delà de la liste évidente, nous devons inclure les autorités coutumières et rois, les associations de femmes et de jeunes, les leaders religieux, c'est-à-dire les imams, pasteurs, prêtres, animistes et autres, les ONG locales, qui eux souvent ont plus d'influence que les internationales. Action concrète à mener. Il faut identifier aussi les alliés silencieux, ces acteurs qui ne s'expriment pas, mais qui ont du pouvoir. On peut prendre un exemple, c'est un doyen d'âge qui est écouté par toute la communauté. Celui-ci, lorsqu'il parle, par exemple,
lorsqu'il a parlé, personne ne peut parler derrière. Donc, ces genre de personnes doivent être identifiées aussi. L'étape 2, la compréhension et l'analyse. Cette étape a pour objectif d'analyser le pouvoir, l'intérêt, l'impact, l'attitude et les croyances de chaque partie prenante. Dans notre contexte, cela est crucial. Le pouvoir informel dépasse souvent le pouvoir formel. Un chef d'État, par exemple, peut avoir plus d'influence qu'un sous-préfet. Donc, ne vous fiez pas uniquement aux organigrammes officiels. Allez sur le terrain, écoutez et observez les dynamiques réelles. L'étape 3, la hiérarchisation. Elle a pour but de prioriser selon l'influence et l'impact en utilisant la matrice pouvoir-intérêt. En contexte africain, par exemple, il faut gérer activement le ministère des Mines, le chef des terres ou parfois les chefs religieux. Il faut aussi tenir informé la communauté locale et les médias sociaux. Donc, concrètement, il faut utiliser la matrice pour allouer vos ressources d'engagement de manière stratégique. La quatrième étape, l'engagement. Ici, il s'agit de collaborer, négocier et gérer les attentes via des canaux adaptés. Par exemple, pour nos communautés villageoises, par exemple, les canaux les plus adaptés sont par exemple l'arbre à palabre ou la cour du chef du village, la cour du notable ou la cour du doyen d'âge. Il y a aussi les groupes WhatsApp et les radios communautaires aussi qui sont très efficaces. Pour les canaux formels, nous passons par les assemblées générales, les réunions techniques, etc., etc. Un exemple, le chef du village, par exemple, il préférera l'arbre à palabre, tandis que une ONG exigera des rapports écrits et des données scientifiques, et des données scientifiques. Voilà. Et puis bien d'autres données aussi. Donc, pour ce faire, nous devons différencier notre approche en termes d'engagement. La dernière étape qui est la maîtrise. Avec la maîtrise, il faut surveiller l'efficacité des stratégies et l'évolution des relations. Ici, nous avons comme outil le registre des parties prenantes. Donc, ce registre n'est pas seulement un document vivant, mais n'est pas seulement, comment on dit, un fichier Excel oublié, mais c'est un document vivant. Voilà, un document vivant qu'on utilise pour, 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 pour renseigner les différents indicateurs comme par exemple les incidents sociaux, les délais de résolution des plaintes, l'évolution des attitudes. Donc, ce registre doit être mis à jour de façon continue, mensuellement minimum. Donc, ce processus, il est itératif. Donc, à chaque fois, nous devons revenir sur ces étapes-là. À chaque phase du projet, nous devons y revenir. À chaque changement majeur dans notre environnement, nous devons y revenir. Donc, voilà pourquoi on dit que ce processus est itératif.
Donc, lorsque nous appliquons ce processus, nous avons un retour des résultats et des vérifications qui se font. Voilà, on me pose souvent cette question. Tout ça, c'est bien, mais comment je prouve à ma direction que ça marche? La réponse est que il y a des indicateurs concrets. Donc, ici, le PM Book définit les résultats attendus, mais comment les vérifier sur le terrain? Donc, ces résultats sont vérifiés par des indicateurs. Je prends le résultat de relations professionnelles productives. Les indicateurs de vérification concrets sont, par exemple, nous avons l'interaction, la fréquence. Au niveau de l'interaction, nous avons la fréquence et la tonalité constructive lors des réunions. L'évolution des attitudes. Dans l'évolution des attitudes, nous voyons un passage traçable de neutre ou opposant à engagé dans le registre. Et aussi, nous avons la fluidité. Nous avons une réduction visible des blocages administratifs ou sociaux. C'est-à-dire que moins de plaintes, moins de plaintes des jeunes, moins de plaintes, par exemple, prendre le village voisin, etc. Deuxième résultat qu'on peut observer, l'approbation des objectifs. Voilà, ce résultat est vérifié par les indicateurs comme la stabilité du périmètre et la co-construction. Au niveau de la stabilité du périmètre, nous allons constater une absence de changement majeur dû à des oppositions imprévues. Et au niveau de la co-construction, on a une acceptation formelle des livrables, par exemple les infrastructures, sans conflit. Et enfin, le troisième résultat que nous pouvons avoir, la satisfaction et la neutralisation, qui est vérifiée ici par les indicateurs de soutien actif, enquête et gestion des risques. Donc, le soutien actif, nous avons la participation volontaire au comité de suivi ici des communautés. Et au niveau des enquêtes, nous avons un taux de satisfaction mesuré auprès des communautés. Voilà, là, ici, on voit que, ici, on va constater que, par exemple, de plus en plus, les habitants ou la population, la majorité de la population est d'accord avec le projet. Maintenant, au niveau de la gestion des risques, on a un registre des griefs qui montre peu d'incidents non résolus. Donc, pourquoi mesurer? On mesure pour prouver à notre direction et à nos investisseurs que la paix sociale n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une gestion structurée et mesurable qui sécurise l'actif industriel. Je prends en exemple un projet gagnant. Ce projet a démontré que chaque dollar investi dans l'engagement communautaire précoce permettait d'éviter 7 dollars de coûts de conflits futurs. La matrice d'engagement. La matrice d'engagement est un outil puissant que nous pouvons déployer. Cette matrice nous permet
de transformer l'analyse en plan d'action stratégique et mesurable. Kamebi, je pense qu'on t'a perdu. Sinon, si tu es toujours dans le call, ouvre ton micro pour continuer. On ne t'entend plus là. Oui, veuillez m'excuser, il y a eu un souci avec l'ordinateur. Donc, merci, je suis de retour. Donc, on était au niveau de la matrice d'engagement. Donc, comme je disais, cette matrice nous permet de transformer l'analyse en plan d'action stratégique et mesurable. Pardon, je ne sais pas si c'est uniquement chez moi, mais on ne voit pas le PPT. Ok, c'est bon maintenant. Merci. C'est bon, vous voyez? Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. D'accord. OK. Donc, cette matrice est subdivisée en deux parties. Priorisation, matrice pouvoir-intérêt et, et le suivi niveau engagement. Donc, au niveau matrice pouvoir-intérêt, notre partie prenante est scindée en quatre cadrans. Voilà, nous avons le cadran 1 qui est géré activement, pouvoir élevé ou intérêt élevé. Voilà, ce cadran, ce sont des acteurs clés. Nous devons les engager pleinement et collaborer étroitement avec eux. Exemple, le ministère des Mines, chef d'État influent, communauté, hôte direct. Nous avons aussi le cadran 2 qui est de gérer les attentes, pouvoir élevé, intérêt faible. Donc, nous devons les garder satisfaits pour éviter qu'ils n'utilisent pas leur pouvoir contre le projet. Exemple, le ministère de l'Environnement et les investisseurs passifs. Au niveau du suivi engagement, pour chaque partie prenante, nous devons définir deux niveaux, le niveau actuel et le niveau désiré. Le niveau actuel où en est cette partie prenante aujourd'hui et pour le niveau désiré qui nous dit qu'est-ce que nous voulons ou nous voulons qu'elle soit du moins. Donc ici, on note 5 niveaux d'engagement possibles qui sont non informés, ne reconnaît pas le projet ni ses impacts potentiels. Résistant, connaît le projet mais est opposé au changement. Neutre, connaît le projet mais ne le soutient pas ni s'y oppose. Favorable, connaît le projet et soutient ses objectifs. Leader, connaît le projet et travaille activement à sa réussite. Donc ici, l'objectif stratégique est que le plan de gestion vise à combler l'écart entre le niveau actuel et le niveau désiré. Exemple concret, un chef de village est actuellement neutre. Notre objectif est de le faire passer à favorable, pas nécessairement engagé, car cela demanderait trop d'efforts pour un retour limité. Donc, notre plan d'action précisera quelle information partager, quels canaux utiliser, quelle fréquence d'engagement et quel engagement concret donner.
Donc, pour ce faire, nous devons mettre cette matrice à jour au minimum, chaque trimestre au minimum. Nous arrivons à la fin de notre présentation théorique. Avant d'ouvrir aux échanges, permettez-moi de synthétiser les points clés. Donc, à retenir, la gestion des parties prenantes n'est pas un art relationnel informel qu'on improvise selon les circonstances. C'est une discipline de management proactive, mesurable et créatrice de valeur qui sécurise vos actifs industriels. C'est un levier stratégique qui peut transformer votre de réussite projet, votre réputation organisationnelle, votre capacité à opérer durablement en Afrique et votre impact social positif. Euh, Monsieur Germain et Monsieur Brou, avant de passer à la phase question, si vous avez quelque chose à ajouter, vous avez la parole. Ok, et bonsoir à tout le monde. Moi, je te remercie déjà pour la présentation. Tu as pris ton temps et je pense que ça permet de digérer les slides. Bien que ça soit un squelette du PMI, mais on a déjà tous les éléments qu'il faut pour pouvoir aller dans les directions que chacun souhaite ou que chacun va rencontrer sur un projet réel. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, en attendant qu'on rentre dans le vif du sujet. Okay. Ok. Alors, moi, je pense que ça a été suffisamment clair. Et vous avez abordé le premier objectif qui était de faire comprendre à l'auditoire les fondements, c'est les bonnes pratiques de la gestion de l'engagement, on va dire, des parties prenantes. Et donc, ce qu'il faut retenir pour tout le monde en même temps, c'est que on va dire, on a 5 étapes pour pouvoir enfin, conformément à la bonne pratique, on a 5 étapes pour pouvoir euh, bien engager les parties prenantes, notamment l'identification, la compréhension, l'hierarchisation, l'engagement et puis le monitoring. Et donc, c'est ce que M. Kami a expliqué tout au long de sa présentation. En tout cas, merci beaucoup, M. Kami. Et puis, voilà, on va passer aux questions de sorte à appliquer ces bonnes pratiques-là ou bien à retranscrire ces bonnes pratiques-là dans nos secteurs respectifs. D'accord. Monsieur Beau, Monsieur Germain. Donc, pour ce faire, nous avons préparé 6 questions pour vous. Donc, on va passer à la première question. Cette question est destinée à Monsieur, Monsieur Jean-Charles Brou. OK. Euh, voilà. Comment identifiez-vous des parties prenantes invisibles en exploration offshore? En exploration offshore. Euh, Alors, déjà, je veux préciser que moi, je vais apporter une contribution sur tout ce qui est projet amont pétrolier. Donc, pas d'accord. seulement l'exploration offshore, parce que faut aussi inclure les projets de développement et de production, que ce soit offshore comme onshore. Parce que même en Côte d'Ivoire, on a un bout de bassin sédimentaire qui est onshore, même si la plupart des projets sont offshore. Ce point, il est très important. Il est très important parce que, on l'a dit tantôt, le point de départ de l'engagement des parties prenantes, c'est leur identification. Et Mhm. en ce qui concerne le secteur pétrolier, pour les identifier, à mon sens, il y a trois prérequis qu'il faut avoir. Et donc, il y a la connaissance et la compréhension de la chaîne de valeur pétrolière. Mhm. Donc, savoir les activités et leurs impacts, de ça, savoir qui pourrait être éventuellement impacté. Le deuxième point, c'est la connaissance du cadre institutionnel et réglementaire.
Et donc, ces exigences, en l'occurrence, en Côte d'Ivoire, faut avoir une bonne connaissance du code pétrolier, de la loi sur le contenu local et le décret d'application, bien entendu. Et le dernier point, c'est la connaissance de, de ce que je vais appeler le contexte socio-économique. Parce que quand on est en Afrique, c'est pas Mhm. comme en Europe où euh, les projets pétroliers, c'est simplement des projets industriels. En Afrique, un projet pétrolier, c'est un projet de développement. Un projet, que ce soit pétrolier ou minier. Même actuellement, la mine de Simandou son- la production est très attendue parce que je donne un exemple de la Guinée à côté là, parce que justement, Mhm. la population a énormément d'attentes vis-à-vis de Rio Tinto sur cette mine-là, parce que justement, en Afrique, quand on parle de projets extractifs pétroliers ou miniers, on s'attend à un projet de développement. Et donc, faut connaître le contexte économique et social afin de pouvoir identifier les attentes des éventuelles parties prenantes. Et donc, après, en prenant en compte ces trois points, on peut aisément identifier les parties prenantes du projet parce on sait qui décide, les institutionnels, on sait ceux qui sont impactés, on sait ceux qui ont un intérêt et puis on connaît les exigences réglementaires. Donc, pour être plus précis dans le processus d'identification, il faut aussi aller sur le terrain. Il ne faut pas s'arrêter à consulter les études économiques, socio-économiques qui ont été réalisées dans la localité ou même au niveau national. Il ne faut pas s'arrêter à consulter les registres administratifs. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller faire des enquêtes sociales. Il faut aller faire des focus group pour poser formellement les questions et puis identifier les attentes des différentes parties. Et donc, ceci étant dit, euh, de façon évidente, les groupes d'acteurs qu'on identifie dans le secteur pétrolier, euh, on a déjà les institutionnels. Les institutionnels, on aura, on aura le ministère de tutelle, le ministère de tutelle en Mhm. l'occurrence, le ministère en charge du pétrole et pour la tutelle technique, et puis le ministère en charge de l'économie pour la tutelle économique et financière. On a ensuite les ministères sectoriels, notamment le ministère en charge des ressources en eau, le ministère en charge de l'environnement, ainsi de suite, et le, le, là, je suis sous tutelle. Ici, dans ce lot-là aussi, on pourrait rajouter la compagnie nationale, qui est Petrosi. Donc, après les institutionnels, il y a ce que je vais appeler le cercle socio-communautaire. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure des chefs traditionnels et religieux, vous avez parlé des ONG, des leaders d'opinion, c'est ceux-là qu'il faut. Et ça, c'est les chefs traditionnels, c'est une particularité de l'Afrique, du contexte africain, parce qu'ailleurs, il peut y avoir des leaders communautaires, mais chefs traditionnels, tels que définis ici, c'est une particularité de l'Afrique. Et donc, après les institutionnels, le cercle socio-communautaire, on a le cercle le cercle économique et industriel. Et donc ici, on aura le secteur privé local, ce qui inclut les multinationales qui interviennent dans le secteur, aussi les sous-traitants locaux. Après, on a les financiers, notamment les banques et puis Mhm. les médias. Donc, ceux on n'identifie pas du moins de façon évidente, moi, je dirais, dans ce lot-là, moi, je dirais on a les centres de formation. On a les centres de formation, c'est-à-dire les acteurs du système éducatif. Parce que le projet a besoin de compétences. Quand on parle de projet pétrolier, on a besoin de compétences locales, d'autant plus que en Afrique, dans nos États, là, il y a de plus en plus d'adoption de lois sur le contenu local qui posent des exigences d'embauche et d'utilisation du moins de fournisseurs locaux. Moi, je pense aussi des, des, des parties prenantes non évidentes. Je pense aussi au cadre de région.
parce que en Afrique, généralement, dans nos régions, ce sont les cas de région qui influencent les jeunes dans les localités. Et donc, moi, je pense à ceux-là. Après les cas de région, on a j'identifie aussi l'armée, notamment au Nigeria, parce qu'un projet pétrolier, il inclut des infrastructures, notamment les oléoducs, les infrastructures de production, ainsi de suite, qu'il faut protéger. Sinon, on va assister à des détournements, à des sabotages, ainsi de suite. Euh, voilà. Donc là, je présentais un peu l'approche, donc les prérequis à avoir pour pouvoir aborder, pour pouvoir identifier les parties prenantes. Ensuite, j'ai parlé des parties prenantes, en tout cas des grands groupes que moi j'identifiais de façon évidente pour le secteur pétrolier. Et j'ai terminé par trois types d'acteurs que j'identifie comme comme pas évident lors de l'identification des parties prenantes. Voilà. Donc, s'il y a besoin de précision, en tout cas, c'est ma contribution en ce qui concerne le secteur pétrolier. D'accord. Bon, tout à l'heure, tu as parlé de sabotage. Hmm. J'ai dit tout à l'heure, tu as parlé de sabotage. Oui, Est-ce que, par exemple, les pêcheurs artisanaux, la communauté côtière, est-ce que ces acteurs-là hmm. ne peuvent pas être à la base de, de, de ces sabotages? Voilà, vu que bon, dans tout ce que tu as cité, apparemment, bon, eux, Bien sûr, ils parce n'y sont que, pas. Mhm. bien sûr, parce ils sont impactés, effectivement, les pêcheurs, parce que justement, de, dans le périmètre de la plateforme pétrolière, de la zone de production, on ne peut pas, on ne peut plus faire les activités de pêche. Alors que si dans la localité en question, si les populations vivent de pêche, tout ça, eux, ils ont, ils sont impactés négativement par le projet. Et s'ils sont pas s'ils ne sont pas engagés, ne sont pas gérés de façon efficace, ils pourraient effectivement être des acteurs qui vont vraiment constituer un frein au projet, notamment le sabotage des oléoducs, ou bien même des infrastructures. Je crois dans le cadre même des élections présidentielles récentes, je crois que au niveau de l'entreprise Foxtrot, il y a eu des tentatives de sabotage à ce niveau-là. D'accord, super. Merci bien, Monsieur Jean-Charles. Je Nous vous en allons prie. passer à notre deuxième question qui s'adresse à Monsieur Germain. Donc, Monsieur Germain, l'analyse du PMI demande d'évaluer le pouvoir, l'intérêt et l'attitude. Pour un chef de village traditionnel, comment évaluez-vous concrètement ces trois éléments? Et comment cette analyse diffère-t-elle pour un responsable d'ONG environnementale internationale? Et je te remercie, Monsieur Kamé, pour la question. Euh, avant de rentrer dans la réponse, je vais aussi situer un peu les acteurs de la mine, de la chaîne de valeur de la mine, sans répéter ce que Jean-Charles a dit. Il a été vraiment précis sur plein de points. Mais la précision que je voulais envoyer, ou bien le prolongement que je voulais apporter, c'est que dans la chaîne des valeurs, il y a l'exploration jusqu'à la production, jusqu'à la vente d'or, jusqu'à la bourse de New York, de Paris, et puis de Londres, etc. Voilà. Mais ces projets-là ne se font pas en une fois, ça se fait en phase. Des projets même peuvent durer 10 ans avant de voir le jour. Donc, pendant chaque phase, il y a des acteurs qui apparaissent. Et dans la phase suivante, ils disparaissent. Et de nouveaux acteurs apparaissent. Voilà. Donc, c'est cette découverte constante dans la chaîne de valeur qui rend ça tellement complexe, voilà, qu'il faut
aller en itération. Et comme vous avez proposé dans le schéma à 5 étapes, il faut une itération constante parce que les projets miniers, tu es sur un pit. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pit, c'est une fosse que tu creuses. Et puis demain, tu vas à 30 km pour aller faire une autre fosse en reprenant le processus à zéro. Alors que l'autre a une étape peut-être N. C'est que tu as à la production, l'autre tu as à l'exploration. Donc, ces étapes-là peuvent s'intermêler ou s'entremêler au point où tu es en train de jongler et de découvrir, de faire des redécouvertes. C'est pourquoi dans les mines, il y a un département dédié spécialement pour l'ESG, c'est les questions environnementales et sociales, spécialement pour ça, qui sont différents de la sécurité ou du safety de la mine elle-même. Il y a d'autres mines qui combinent, mais la bonne pratique, c'est de séparer. Pourquoi séparer? C'est pour pouvoir donner la capacité à une organisation interne à la société de faire cette itération-là, de faire cette constante découverte et ces interactions de cet écosystème. Parce qu'on peut voir les parties prenantes comme une liste, mais c'est vraiment un écosystème. Tu peux prendre un village, donc je vais progressivement vers le pouvoir du chef du village. Tu peux prendre un village et dans ce village, tu te rends compte que euh, les gens ne sont pas soudés. Au début, tu penses qu'on parle de communauté, mais dans la communauté, c'est tout un écosystème. On va voir les orpailleurs, on va voir le chef du village, les chefs des terres, les jeunes, le maire. C'est des entités qui sont séparées, qui ont des intérêts vraiment, vraiment divers. Donc, il faut les traiter tels quels. Il y a des situations où le chef du village n'a pas assez de pouvoir que le chef des terres. Pourquoi? Parce que quand la mine vient, en général, ils vont directement vers le chef du village pour pouvoir prendre des conseils. Ils pensent que comme c'est l'autorité, ils font des sortes d'arrangements, des deals avec lui. Mais au moment de faire le projet, les familles, les chefs d'État apparaissent et ils s'opposent au chef du village. Souvent même, on le destitue. Voilà. Donc, pour pouvoir définir le pouvoir du chef dans un projet, ça va se faire en général à chaque étape de la chaîne des valeurs. À l'exploration, souvent, on ne les sent pas trop parce que, bon, c'est pas quelque chose qui vraiment dérange la communauté. La brousse est intacte, c'est juste des trous de fourrage qu'on fait. Et puis, bon, ça va, mais quand ça arrive à la construction, où tu dois tout détruire, ou à la production, où tu dois embaucher les jeunes, tout ça, tu vois que leur pouvoir change. Voilà. Donc, le pouvoir, la matrice, au début, on peut faire la matrice initiale, mais en fonction de chaque étape de la chaîne des valeurs, cette matrice-là doit être modifiée et réarrangée pour pouvoir tenir compte de la réalité actuelle, parce que les pouvoirs là changent en fonction de ça. Le gouvernement peut avoir un pouvoir fixe qui est là avec le temps. Bon, ils n'interviennent pas, sauf au début, parce qu'ils travaillent beaucoup avec les organismes internationaux pour pouvoir mettre des normes, l'ONU, tout ça, pour pouvoir mettre des normes. Et en général, nos textes de loi sont un peu calqués parce qu'on a signé certains accords internationaux. Donc, on les met dans nos lois locaux pour pouvoir être conformes. Voilà, donc là, on parle de conformité. Donc, ces pouvoirs-là sont pratiquement fixes. Mais pour un chef de village ou une communauté locale, ça évolue tellement rapidement en fonction des situations qu'il faut comprendre cette dynamique. Voilà. Et cette dynamique, pour des gens du PMI qui ont juste appris la théorie et qui doivent rentrer dans le rôle, je leur conseille de se documenter un peu dessus. Parce que quand tu arrives sur le terrain, en général, le squelette que le PMI présente, il faut commencer toujours par là, pour ne pas reprendre à zéro. Et puis après, tu donnes chair au squelette pour pouvoir atteindre tes objectifs. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, le pouvoir d'un chef du village et d'une autorité sont différentes. Même tu vas prendre pour un sous-traitant, c'est différent. Et ça varie. Au début, tu peux prendre
un supplier, un fournisseur. Et le fournisseur, il est dans le silence, il a son contrat, il vous fournit des matériaux. Et puis un jour, il n'a pas ses paiements. Il vient, il relance la mine, le fait attendre, le fait attendre. Après, il s'en va saisir un média international, juste comme ça. Et puis, les médias publient un article et c'est parti. À partir de ce temps-là, le pouvoir de ce gars-là change dans la matrice. Peut-être au début, il était à surveiller, après, il est dans une autre catégorie où il devient un peu sensible. Voilà. Donc, le PMI, le processus, comme vous avez dit, itératif, ça doit être vraiment itératif pour que cette vie, il y a une sorte de vie dedans et que le département qui s'occupe de ça soit vraiment actif sur le sujet. Parce qu'en général, si tu te fies à des systèmes, à des logiciels, à des normes internationaux qui sont là, le problème, c'est que tu vas un peu dormir sur tes lauriers. Voilà. Mais il faut être dedans de façon très de façon régulière pour continue. pouvoir détecter un certain nombre de problèmes et les résoudre avant même qu'ils ne fassent surface. Donc, c'est juste ce que je voulais apporter comme contribution à la question. Merci. D'accord. Merci, monsieur Germain. Il nous reste encore 4 questions. Bon, pour ces 4 questions, on va devoir un peu peut-être prendre 2 minutes, 2 minutes, voilà, pour répondre, afin de nous permettre d'être dans le temps. Donc, la troisième question s'adresse à vous deux, hein. Voilà, donc celui qui se sent capable de répondre, qui le fasse. Donc, la troisième question est la suivante. Euh, Comment le monitoring du PMI peut-il prévenir une crise médiatique initiée par un petit fournisseur local? Je peux peut-être commencer Monsieur Gisnet va apporter des éléments. Donc, si je comprends, vous avez dit comment le processus de monitoring peut-il Oui, prévenir une euh, crise médiatique. une crise médiatique initiée par un acteur minier, Oui. par un, Un petit fournisseur local. un fournisseur local. OK. Oui, Alors, si un fournisseur qu'on a identifié au départ est mhm, placé, parce que généralement, il pourrait être placé dans le quatrième cadran, donc à surveiller. Si un fournisseur mhm, du quatrième cadran alerte un média, c'est il y a un dysfonctionnement même dans le processus. En mon sens, il y a un dysfonctionnement dans le processus même de monitoring. Parce que s'il y avait un dispositif qui était mis en place, notamment pour le feedback ou un mécanisme même de remontée des frustrations, ça n'allait pas arriver. Et, c'est ça. et donc, moi, je pense que déjà, le problème ici serait au niveau du dispositif de monitoring. Et donc, si ça arrive, alors, enfin, la crise est gérée, mais après la crise, la bonne pratique serait de reclasser ce fournisseur-là dans le premier cadran pour qu'il soit géré de près. Donc, il va être un acteur avec qui faut collaborer de façon quotidienne et, et, et dont il faudra améliorer la transparence dans la collaboration. Voilà. Donc, pour ne pas être long, moi, je vais m'arrêter là. Donc, déplacer cet acteur-là pour le replacer dans un autre cadran pour pouvoir être beaucoup plus près, écouter enfin, arriver à écouter ses revendications et puis aussi pour pouvoir, en termes d'action préventive, je vais dire, en termes d'action préventive, ce serait de, de ramener tout le groupe, mais pour ne pas qu'un autre fournisseur aille encore prévenir les médias. Donc, c'est ça. Transformer
le dispositif de monitoring et puis déplacer tout ce beau monde-là au niveau du premier cadran afin qu'il soit, afin qu'on puisse collaborer avec eux de façon transparente et quotidienne. Voilà. Ok, je vais ajouter à ce que Jean-Charles a dit. Euh, en général, quand une mine commence ou un projet commence, tous ces mécanismes-là sont connus. C'est connu et il s'agit pour ceux qui installent le projet, voilà, de mettre les choses en place en sorte que ça n'arrive pas. Comme Jean-Charles a dit, la plupart du temps, ça arrive. Parce que c'est dû à la nature humaine. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire quelque chose, ou bien on va surveiller quelque chose. Et puis avec le temps, on fait d'autres et on ne fait pas d'autres. Voilà. Et la plupart de ces conflits, quand tu regardes dans l'environnement minier, ça arrive. Peut-être ça n'arrive pas avec les mêmes acteurs, mais ça arrive tout le temps. Donc, en général, quand ça arrive, tout le monde se sent surpris au lieu d'avoir été proactif. Tout le monde est en mode réactif pour pouvoir gérer le problème. Mais si ça arrive, ce qu'il faut faire, c'est de vraiment respecter ces mécanismes-là. C'est de les respecter à travers le département qui gère ça et à travers une communication vraiment ouverte et contrôlée. Pourquoi je dis ouverte et contrôlée? Parce que quelqu'un peut dire quelque chose qui est la communication officielle, et puis parce que la transmission n'a pas été faite de façon correcte, ça se transforme et ça se transforme et après ça devient des rumeurs. Et ces rumeurs-là créent des grèves. Voilà. Moi, j'ai été témoin de ces choses-là où on avait pris des décisions à l'interne pour pouvoir faire un certain nombre de projets. Chez nous, ça va, le département avait communiqué, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas eu de communication quand toute la communauté un matin s'élève et il bloque la mine pendant 5 jours. Dans une mine, 5 jours de production, ce n'est pas une petite chose. Et pendant les 5 jours, comme on ne produit pas, et comme la société est cotée en bourse, on perd la moitié de la valeur de la société. Juste un crash financier, juste pour ça. Parce que la communication n'a pas été bien faite. Et quand on a fait asseoir les jeunes, on leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Tu prends deux personnes différentes, tu te donnes des versions différentes. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, parce que quelqu'un a dit quelque chose et c'est parti loin. Pour revenir au cas des fournisseurs, il y a plein de fournisseurs aussi qui viennent avec des médias, qui viennent avec des huissiers, juste parce qu'ils ont été frustrés. Donc, personne n'agit sans frustration dans ce milieu-là. Et l'origine de la frustration, c'est toujours dans la communication qui ne passe pas. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose, même si tu dois des millions à quelqu'un et que tu ne lui dis rien et que la frustration grossit, il va faire des actions. Mais ces actions-là, tu ne les contrôles pas. Donc, pour moi, la communication, c'est la clé de toute chose. Tu fais ton plan, tout le mécanisme est en place. Il faudrait trouver un canal de communication adéquat. Comme tu l'as mentionné, il y a Lab à Palab, il y a les groupes WhatsApp, il y a les réunions mensuelles, il y a des réunions par semaine, il y a des réunions de jeunes. Voilà, il faudrait que ces mécanismes-là soient vivants et que quelqu'un suive ça au jour le jour. Et puis pour un gestionnaire de projet, il faudrait que dans la semaine, ou peut-être chaque jour, il travaille en collaboration avec le chef de département de, de, de l'ESG, c'est environnement et social, pour pouvoir prendre des updates, regarder un peu le tracking, quels sont les problèmes en cours, est-ce qu'on les a résolus, est-ce que c'est à cause d'un problème financier que c'est pas résolu, ou bien à cause du temps qu'on n'a pas, ou bien parce que tel acteur est difficile. Il faudrait que ces mécanismes-là marchent. Sinon, les frustrations vont toujours amener des conflits ou des perturbations. Merci. Ok, merci à vous. Monsieur Salamine,
Si il y a des questions dans le chat, vous pouvez nous les communiquer. D'accord. Donc, il y a deux questions que nous allons rapidement poser. Donc, la toute première question, excusez-moi, la toute première question a été posée par M. Bidel Yao. Je crois que cette question a été déjà abordée en partie, mais il souhaiterait avoir un exemple des parties prenantes à surveiller au niveau de la matrice des parties prenantes. Je reprends. Pourrait-on avoir un exemple, c'est-à-dire un cas précis des parties prenantes à surveiller au niveau de la matrice des parties prenantes? Apparemment, je vais parler de la matrice de gestion des parties prenantes, de pouvoir intérêt. Oui. Camille, je vais prendre la question, D'accord. si tu le permets. Okay. Oui. Bonsoir, Bidel. En réalité, je vais aller à l'extrême. Je vais aller à l'extrême pour qu'on puisse comprendre qu'il faut surveiller. Il y a eu un changement sociopolitique dans la sous-région. Et c'est dû au fait qu'il y a des groupes armés qui se sont formés un peu partout. Et l'exemple frappant, c'est au Burkina, où les zones minières, la plupart des zones minières sont vers le nord. Et là-bas, c'est aussi une zone frontalière avec le Mali et puis le Niger. Donc, il y a des groupes armés là-bas. Okay. Mais les mines les plus riches sont aussi vers là-bas. Donc, quand tu vas installer un projet là-bas, tu dois prendre cette réalité en compte. Tu peux ne pas voir ça dans ta matrice, mais tu sais que, OK, il y a une menace sécuritaire, il faut mettre des choses en place. Il ne faut pas faire comme si ces groupes armés-là n'existent pas. Il faut les mettre quelque part dans la matrice à surveiller et puis prendre des précautions qui vont avec. Voilà. La mine de Sakane, par exemple, a mis un gros dispositif sécuritaire avec l'armée qui protège la mine parce qu'eux, ils sont même au cœur de la zone. Même pour envoyer le carburant et un certain nombre de matériel pour travailler, ils sont obligés d'envoyer ça par avion ou par hélicoptère régulièrement. Ou bien faire sortir l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres mines dans la région qui ont essayé de prendre la route et il y a eu des fatalités. Là, on se rappelle, il y a une société australienne, voilà, dans le temps, qui a eu un bus de travailleurs qui partaient, voilà, qui ont été arrosés. Voilà, paix à leurs âmes. Et il y a eu plein d'autres exemples comme ça. Et plein d'autres exemples. Je sais que voilà, Bedel, c'est aussi un grand manager. Il est dans le milieu il y a longtemps. Il a ses cas. Il y a d'autres sites au Burkina, par exemple, Kama, où il y avait eu même ces attaques-là. Voilà. Donc, souvent, c'est évident, souvent, c'est pas évident. Voilà. Mais ce qui est évident, il faut le noter, mais ce qui n'est pas évident, il faut passer par des gens très expérimentés qui ont vécu des cas pour pouvoir rentrer dans la surveillance. Et cette surveillance-là, ça permet d'éviter un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on parle, ces mines-là, la plupart opèrent, il y a d'autres qui ont été abandonnés, mais il y a d'autres qui opèrent, mais dans un cadre bien précis, parce qu'ils ont mis un mécanisme en place pour pouvoir continuer à produire de la valeur. Et l'objectif d'un projet, c'est ça, c'est de produire de la valeur. Voilà. Mais pas risquer la vie des gens. Donc, c'est l'exemple extrême que je voulais donner. Voilà. L'autre exemple simple qui est moins évident, c'est par exemple le président des jeunes qui est là, qui traîne dans le village, personne ne se soucie de lui, chacun vit sa vie, la mine produit, on annonce à la bourse, tout le monde est content, les valeurs montent. Et puis un jour, il demande qu'on lui donne un contrat de bus.
les gens le négligent, ils tournent parce qu'on ne voit pas son pouvoir. Et puis après, on se rend compte qu'il a un pouvoir de mobilisation de plus de 500 personnes ou de 1000 personnes. Donc, quand on découvre ça, en général, c'est trop tard. Et le mécanisme, en général, que les mines utilisent, c'est simple. Les mines se partagent les rapports d'incidents. Pourquoi ils font ça? Parce que ce qui est arrivé chez moi qui m'a surpris, si tu tires des leçons de ça, ça peut ne pas arriver chez toi. Donc, on se partage ces rapports d'incidents-là pour pouvoir prévenir ce genre de choses et puis voir est-ce que on est assez préparé au cas où ces choses-là arrivent. Merci bien. Ok, merci beaucoup. Voilà. Mais, Monsieur Salami, on va prendre, je vois, il y a deux questions. On va prendre les deux questions là, comme il ne nous reste pas assez de temps. D'accord. Alors, Voilà. donc, Aussi, rapidement. on va essayer de répondre en tout cas à l'essentiel des questions. Tout à fait. Donc, la deuxième question a été posée par M. Abdulkader Amadou. Donc, il voudrait savoir, il veut avoir plus de détails sur comment positionner les parties prenantes sur la matrice de pouvoir et intérêt. Apparemment, toutes les questions se positionnent, tournent autour de cette matrice-là. Et je crois qu'il y a eu déjà un exemple qui a été donné par les panélistes, le cas, par exemple, de fournisseurs dont les engagements n'ont pas été honorés. Donc, pour avoir plus de détails, vu qu'il n'y a pas assez de questions, on va laisser la parole au panéliste de répondre à sa question. Donc, il y a un deuxième volet de sa question qui dit, je voudrais savoir si c'est un exercice qui est dynamique ou non. Est-ce que c'est tout au long de la durée du projet qu'il faut euh, gérer cette matrice de pouvoir-intérêt? Sinon, si oui, quelles sont les étapes, les différentes étapes ou stratégies pour amener une partie prenante d'une position actuelle à une position désirée? Ok, bon, je vais apporter des éléments de réponse assez rapidement. Alors, comment positionner les parties prenantes sur la matrice pouvoir-intérêt? Ce sont des arbitrages qu'on fait. Lors de la phase d'identification des différentes parties prenantes, euh, on va enregistrer, on va noter leurs différents intérêts, leurs attentes, leurs besoins, tout ça, et la manière dont ils sont impactés. Et donc, ce sont des arbitrages, un travail participatif au sein de l'équipe du projet. C'est un travail participatif, on établit une grille de notation des intérêts. Donc, au niveau des intérêts, c'est la manière dont l'intensité par laquelle les différentes parties prenantes, les différents acteurs là vont être impactés. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on les positionne sur l'axe des abscisses. Et au niveau de l'axe du pouvoir, c'est vraiment la manière dont l'acteur peut influencer, peut impacter. Et donc, c'est dans l'autre sens, du coup. Comment l'acteur en question peut impacter le projet. Et donc, c'est en fonction de ces pouvoirs qu'on on le place sur l'axe des ordonnées. Et elle est dynamique. Il faut toujours actualiser la matrice pouvoir-intérêt parce que justement, les pouvoirs, comme on le dit chez nous, hein, le 6 peut toujours devenir 9, le 9 peut devenir 6. Les pouvoirs évoluent, les intérêts des différentes parties prenantes évoluent. Euh, à tout moment. Et donc, c'est une matrice à actualiser tout au long du cycle de vie du cycle de vie du projet. Je pense avoir répondu aux deux volets. Le troisième volet de la question, euh, c'était quoi le troisième volet, s'il vous plaît? Allô? Vous m'entendez ou pas? Allô, Monsieur Salami? Merci bien.
Voilà, et donc, bon, comme je disais tantôt, pour pouvoir résumer, oui, ça évolue. Mon micro était fermé. Ok, allez-y. Ok. Mhm. Ça évolue au fil du projet et c'est un essai d'arbitrage, de brainstorming entre les acteurs, les équipes du projet. Je sais pas D'accord. Mhm, je vois. Je Alors, vois. le Moi, je point vais. voulu, c'était de savoir hein, les différentes étapes hein, stratégiques Mhm. pour mener une partie prenante d'une position actuelle à une position désirée. Je veux savoir le cheminement, sinon les différentes étapes à suivre pour pouvoir changer la position d'une partie prenante. Tout part de la phase de planification. On sait les fréquences auxquelles faut actualiser notre matrice. Et donc, on va réévaluer les intérêts des parties prenantes. Déjà, les identifier à nouveau. Enfin, il y a le registre qui est là, qui a été dressé. Faut actualiser pour savoir s'il y a de nouvelles parties prenantes à prendre en compte. Et ensuite, réévaluer leurs intérêts, leurs pouvoirs. D'accord. À cela, pour aller un peu plus rapidement, bon, j'aimerais ajouter, bon, faire un petit résumé, hein. Voilà. Donc, l'identification des parties prenantes et dans leur position dans la matrice. D'abord, il faut suivre les différentes étapes. Faut suivre à bien les différentes étapes euh, dont on a parlé au niveau des fondements du PMI. Voilà, parce qu'une fois on suit ces étapes, on pourra identifier toutes les parties prenantes en question, leurs caractéristiques et comment les approcher. Donc, en fonction de cela, vous pourrez les positionner dans la matrice. Par exemple, lorsque vous avez identifié le chef de terre, c'est de chercher à savoir le chef de terre, quelle est son influence dans le village. Est-ce que c'est quelqu'un, les gens écoutent beaucoup? Est-ce que. Voilà. Donc, en fonction de ça, vous pouvez les positionner. Il y a une question qui disait comment adapter la matrice pouvoir intégrer lorsque les acteurs communautaires ont une forte influence sociale. Donc, pour cela, par exemple, lorsque les acteurs communautaires ont une forte influence sociale, on ne peut que les mettre au niveau de gérer activement. Voilà, et deviennent des acteurs clés, des personnes à ne pas négliger. Parce qu'une fois que vous les négligez, automatiquement, cela va poser problème. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'opposer au projet et le projet ne pourra pas avancer. Donc, c'est simple, c'est de suivre les différentes étapes, aller, aller à la recherche, aller sur le terrain à la recherche des différentes parties prenantes et connaître les différents pouvoirs. Et en fonction de ça, vous pouvez les mettre dans la matrice. Voilà, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Donc, monsieur Salami, on a combien de temps? Ça nous reste combien de temps? S'il faut, on va ajouter, on va poser une dernière question. Alors, le webinaire devait prendre fin à 20h. Nous sommes à 19h48. Il nous reste D'accord. 10 minutes pour clôturer. Alors, si tu le permets, on peut continuer avec la question de l'auditoire. Mhm. Nous avons une question dans le chat. D'accord. Alors, Vas-y. M. Amadou Ndiaye dit qu'il a l'impression que souvent les acteurs miniers pétroliers oublient ou encore ne respectent plus certains engagements mis en place avec les parties prenantes depuis le démarrage du projet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de problème? Je répète, hein, Mhm. M. Amadou Ndiaye a l'impression que souvent les acteurs miniers pétroliers oublient ou encore ne respectent plus certains engagements mis en place avec les parties prenantes depuis le démarrage du projet. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire étant dans la perspective de la compagnie de l'opérateur, c'est ça? Bon, Monsieur Amadou Monsieur Ndiaye. Ndiaye, si vous êtes encore connecté,
Vous pouvez peut-être prendre la parole pour réagir. Sinon, écris dans le chat. Il a dit oui. Ok. Après, bon, ça, je pense que Monsieur Gislin pourra bien répondre à ça parce que lui-même, il est opérateur. Mais après, c'est des décisions qui sont prises, hein. Et donc, quand il y a un projet pétrolier, par exemple, on sait, dans la phase de développement, on sait tout ce on va faire. Quand on fait même le plan de gestion des parties prenantes, on sait déjà ce qu'on va faire. Après, si rien n'est respecté, enfin, s'il y a certaines choses qui sont pas respectées, ça, moi, je pense que ce serait peut-être le pouvoir discrétionnaire du manager de, de la compagnie pétrolière ou, donc, il décide que, soit il n'a pas le budget pour le faire ou soit il n'y a plus d'intérêt en tenant compte du risque que ça pourrait aussi entraîner des mouvements d'humeur. Donc moi, je pense que c'est son pouvoir discrétionnaire. Enfin, il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour éviter de ne pas respecter ses engagements. Il sait, s'il ne respecte pas, c'est que soit la décision a été prise, soit il n'a pas de budget pour le faire. Maintenant, Monsieur Gislain, vous qui êtes un Oui, opérateur, je qu'est-ce vais, que... Ouais, je, allez-y. ouais, je vais ajouter à ce que tu as dit sous un autre angle. Voilà, donc, Monsieur Amadou Ndiaye, bonsoir. Il y a plusieurs choses qui font que les gens n'appliquent pas. Monsieur Jean-Charles a mentionné le projet de Simandou. Ça fait plus de 15 à 20 ans qu'on parle de ce projet. C'est cette année que ça a eu lieu. Pourquoi? Parce que les gouvernements, même les changements des tests de loi d'un gouvernement à un autre peut perturber. C'est à ce que l'opérateur est venu dire à un gouvernement, quand un autre gouvernement vient et on décide autre chose, l'opérateur s'adapte. Donc, ce changement-là même peut créer ce problème. Maintenant, venant sur le projet, les différents managers qui sont là, les successions. Un manager fait une bêtise, on le renvoie, un autre vient, il a une autre priorité parce que l'autre qu'ils ont renvoyé devait produire plus d'or. C'est pourquoi ils l'ont renvoyé. L'autre vient, il s'en fout de la communauté, il veut juste produire pour pouvoir faire son record, pour qu'on dise que lui, c'est un bon gars. Voilà. Donc, il se met dans une autre posture où il balaie tout ce qui a été établi et il fait sa chose. Maintenant, il y a le côté où, avec le temps, les gens eux-mêmes changent d'attitude parce qu'ils sont trop à l'aise. Et les engagements qui sont là, il y a pas de suivi et ces choses-là arrivent. Voilà. C'est pourquoi on parle depuis d'itération, le processus doit être itératif et quelqu'un doit surveiller. Et ce qui est bon dans ça, c'est que c'est pas une industrie où tu es dedans et tu es isolé, personne ne te voit. Voilà. Quel que soit ce que tu vas faire, soit le gouvernement va te voir, soit une ONG internationale va te voir, soit les médias vont te voir, soit les jeunes vont te voir, soit... Donc, que tu le fasses ou pas, ça a tes risques et périls. Mais c'est mieux que tu le fasses. Si, parce que le permis minier même, avant de donner, tous les gouvernements du monde vont demander le permis social et le permis environnemental. Et ce permis social, tout est dedans. Donc, si tu fais à ta manière, c'est le gouvernement même qui va venir arbitrer les choses. Voilà. Donc, je me dis que c'est souvent un problème d'attitude, un problème d'attitude, voilà, qu'il faut corriger. Et pour des euh, gens de PMI qui aspirent à rentrer dans ces choses-là, il faudrait vraiment comprendre ça. Quand tu dis tu vas faire quelque chose, il faut toujours le faire. S'il n'y a pas les moyens de le faire, faut escalader pour que ceux qui peuvent le faire le fassent. Il faut juste insister parce que ça peut créer des conflits. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ça nous reste environ 6 minutes. Voilà, nous demandons aux participants déjà, ils peuvent scanner le code QR qui s'affiche à l'écran pour laisser leurs différents avis. Donc, Monsieur Germain et Monsieur Charles, euh, je vais poser une dernière question et sur ce, et après ça, on va mettre fin au webinaire.
Donc, ma question est la suivante. Quel indicateur de vérification simple et peu coûteux mettriez-vous en place pour démontrer à votre siège que les bénéficiaires sont solidaires et satisfaits sur votre projet, comme le préconise le domaine de performance du PMI? Bon, je vais prendre la question rapidement. Comme il est l'heure, je vais juste parler peu. Donc, l'outil simple que je vais mettre en place, c'est juste un fichier Excel avec des indicateurs bien clés. C'est le degré de satisfaction des populations sur un certain nombre de points qu'on a mis en place. Et je vais mesurer ce degré de satisfaction. Après, c'est la fréquence des réunions. La fréquence des réunions et puis quel est le registre des plaintes. Je pense qu'avec ces trois-là, on peut découler beaucoup de choses. Je vous remercie. D'accord. Pour compléter, enfin, il y a des baromètres communautaires qu'on peut faire par un cabinet indépendant. Et en plus de ça, en Côte d'Ivoire, dans le secteur pétrolier, il y a ce qu'on appelle le plan de contenu local. Et donc, avant de démarrer ces activités de façon annuelle, la compagnie pétrolière propose un plan de contenu local, toutes les actions qu'elle souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contenu local. Et donc, il y a un reporting qui est fait on va dire, de façon annuelle. Et donc, ce rapport-là peut permettre justement de démontrer à la maison mère on est compliant vis-à-vis des exigences du terrain, quoi. Et donc, dans ce rapport-là, on aura le pourcentage d'emplois locaux, par exemple, le pourcentage de fournisseurs locaux, et puis le comparer à l'exigence de la loi. D'accord, merci beaucoup à vous. Monsieur Salami, si, je ne sais pas si après la session, on peut toujours répondre en interne aux questions. Voilà, vous pouvez sélectionner les questions pour qu'on puisse répondre après et voilà, les transmettre aux différents participants. Donc, Oui, avant de bien sûr. conclure, oui, Bien sûr, juste allez-y. préciser hein, que le webinaire sera posté sur LinkedIn en ligne. Oui, Donc, on peut oui. rassurer tous les participants qui n'ont pas pu poser les questions, ou bien qui ont posé les questions, qui n'ont pas eu de réponse. Vos questions ne sont pas bootées en touche. Vous aurez accès à ce webinaire-là en ligne et continuer à échanger avec les panélistes sous la vidéo. Merci. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Salami. Donc, avant de conclure, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont rendu ce webinaire possible, en commençant par Monsieur Germain pour son expertise terrain et son engagement communautaire, Monsieur Jean-Charles Brou pour sa vision stratégique et sa maîtrise des politiques publiques. Merci à Monsieur Amadou Ndiaye, voilà, pour le travail abattu en interne. Et merci au PMI chapitre Côte d'Ivoire. Merci au département Outreach pour l'organisation de cet événement. Et surtout, merci à vous les participants pour votre présence, votre engagement, vos questions et votre volonté d'améliorer vos pratiques. Donc, avant de clore, je dirais que vous repartez aujourd'hui avec des outils concrets. Ne laissez pas, euh, c'est 1h30 devenir juste un webinaire de plus. Voilà, donc vous avez trois actions pour la semaine prochaine. Auditez votre registre actuel, listez vos parties prenantes actuelles, identifiez trois acteurs invisibles, oubliés et ajoutez-les. Créez votre matrice pouvoir-intérêt, positionnez vos 10 parties prenantes clés, identifiez les écarts d'engagement. Choisissez 3 KPI à traquer. Mettez en place un système de mesures simple et définissez votre baseline. Donc, l'Afrique a besoin de gestionnaires de projets qui ne se contentent pas d'extraire des ressources, mais qui construisent des relations durables et mutuellement bénéfiques.
Vous êtes ces gestionnaires. Merci beaucoup, merci à toutes et bonne fin de soirée à tous. Merci, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Kamé. Monsieur Germain, merci. Puis, Merci, merci Jean-Charles. aussi à la technique. Merci, merci à tous.